Bienvenue sur cette chaîne improbable. Cette vidéo poursuit l'histoire du chapitre 1152 de One Piece. D'accord? Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. L'histoire commence par un flashback qui nous ramène à la jeunesse du roi Harald, il y a plus de 100 ans. À cette époque, Harald était un symbole de destruction, un guerrier dont la férocité était inégalée. Il traversait les royaumes des hommes tel un ouragan, semant guerre et désolation partout où il passait. Cependant, ses souvenirs ne sont qu'une ombre suspendue à la lisière de la narration. Un mystère qui n'a pas encore été complètement dévoilé, attendant son heure pour être raconté. De retour au présent, la scène nous transporte dans le monde solaire d'Elbaf, où le chaos et la guerre font rage. Au-dessus de cette agitation, une silhouette flotte dans les airs. Im-sama, une âme ancienne désormais incarnée dans le corps de Gonko. Son regard est perçant, froid et calculateur, observant le chaos avec la patience d'un marionnettiste testant ses pions. Bien qu'Im-sama possède le pouvoir de mettre fin à ce chaos en un instant, il choisit de se retenir. Il veut voir si ces géants sont suffisamment forts pour devenir ses instruments dans la grande guerre qu'il prépare. Mais l'attention d'Im-sama se détourne vers une immense épée plantée dans le sol d'Elbaf, dont la lame s'enfonce si profondément qu'elle atteint le monde souterrain. La lumière du soleil tamisé reflète des éclats tranchants sur la lame, comme pour raconter une histoire d'un temps oublié. En voyant cette épée, les souvenirs d'Im-sama dérivent vers un passé lointain, à l'ère du premier monde, une époque si ancienne qu'elle a été effacée par les milliers d'années. Cela révèle une vérité effrayante. Im-sama a vécu bien plus longtemps qu'on ne pourrait l'imaginer, même avant l'époque de Joy Boy et du premier dieu Nika. Pendant un bref instant, le premier monde apparaît devant nous. Elbaf, autrefois, n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Autour de l'arbre Adam, une terre immense s'étendait, aujourd'hui engloutie par les mers. Cette époque était marquée par l'harmonie entre les géants ordinaires et les géants anciens Oers, des êtres gigantesques et cornus, vivant en paix. Dans ce monde vivaient également des créatures mythologiques terrifiantes, des géants au-dessus des géants, des monstres si puissants qu'ils faisaient pâlir les pires cauchemars de Killingham. Et au cœur de ce paysage, une figure inoubliable, se tenait le premier dieu soleil, Nika. Reposant sous l'arbre Adam, son corps dépassait en grandeur tous les êtres vivants. À ses côtés reposait une épée massive, symbole de sa puissance extraordinaire. Cette épée, aujourd'hui plantée à Elbaf, demeure une énigme. Même Im-sama, avec des pouvoirs dépassant toute logique, est incapable de la déplacer. L'épée semble attendre quelqu'un destiné à un avenir grandiose. Et à l'horizon de cette histoire, la silhouette de Luffy se profile, le futur héritier de ce destin. Sera-t-il capable de brandir l'épée dont même l'histoire redoute de prononcer le nom? Le flashback terminé. Une atmosphère oppressante enveloppe Elbaf. Im-sama, avec un visage empli de satisfaction, reprend pleinement possession du corps de Gonko. Depuis les hauteurs, il contemple l'immensité du royaume des géants, levant la main comme s'il tenait le destin d'Elbaf dans sa paume. Mon attente pour conquérir Elbaf touche à sa fin, déclare-t-il, sa voix résonnant tel le glas funèbre. Pourtant, malgré sa confiance en sa victoire, l'ombre des pirates au chapeau de paille hante ses ambitions, apparaissant comme une menace inévitable. Ailleurs, dans le château de Wano Kuni, une ambiance bien différente imprègne la salle de réunion. Momonosuke est assis pour une discussion sérieuse avec Kozuki Sukiyaki, désormais connu sous le nom de Tengu Yamatitu. Sur une table en bois ancien richement sculptée, repose le journal d'Oden, un document crucial qui retrace les récits du passé. Leur regard se concentre sur les pages relatant les aventures d'Oden, avec les pirates de Roger, dévoilant les mystères du dieu soleil Nika, et la prophétie d'une grande guerre qui secourra le troisième monde. Sukiyaki affirme avec conviction que l'utilisateur du pouvoir de Nika, à cette époque, n'est autre que Luffy, l'héritier du destin. Leur discussion se dirige vers les éléments essentiels qui détermineront l'issue de cette grande guerre à venir. Premièrement, les armes antiques. Sukiyaki explique que Pluton, l'une des armes les plus redoutables au monde, est cachée sous Wano Kuni. Luffy a également formé une alliance avec Shirahoshi, qui est Poséidon, offrant un avantage majeur à leur camp. Cependant, une grande menace plane. Uranus est toujours entre les mains du gouvernement mondial, une arme qui a déjà détruit le royaume de Lulusia, grâce à un carburant mortel nommé Mother Flame. Leur inquiétude grandit à l'évocation de Barbe Noire, un pirate aux ambitions sombres, qui a appris l'emplacement de Pluton et Poséidon, grâce à Caribou. Pire encore, Barbe Noire pourrait envisager de s'emparer d'Uranus au gouvernement mondial, ce qui ferait de lui une menace inimaginable. Deuxièmement, le soutien des géants d'Elbaf. Momonosuke se sent légèrement soulagé de savoir que Luffy se trouve actuellement à Elbaf, espérant qu'il puisse former une alliance avec les géants. Cependant, cet espoir est menacé, car Momonosuke ignore qu'Im-sama a infiltré ce royaume, créant des obstacles que même Luffy pourrait avoir du mal à surmonter. Troisièmement, la maîtrise du pouvoir du dieu soleil Nika. Sukiyaki admet qu'il ne comprend pas encore pleinement l'étendue de la maîtrise de Luffy sur ses nouveaux pouvoirs. Mais Momonosuke, avec une confiance inébranlable envers son capitaine, croit que Luffy atteindra bientôt son apogée. D'autant plus qu'Elbaf est la terre natale de la légende du dieu soleil Nika, un lieu censé éveiller tout le potentiel de Luffy. Au milieu de cette tension, le vent apporte des nouvelles d'Elbaf. L'ombre de la Grande Guerre se précise, et le destin de toutes les parties s'entrelace peu à peu dans un fil inéluctable. Sur l'île de Sphinx, une brise marine douce souffle, apportant avec elle un parfum salé familier,
parmi les ruines de l'endroit qui fut autrefois la demeure de Barbe Blanche. Marco est assis sur un grand rocher, fixant l'horizon avec un regard empreint de souvenirs. Devant lui se tiennent deux figures qu'il n'avait pas croisées depuis longtemps, Josu, l'ancien commandant de la 3e division, au corps robuste comme le diamant, et Vista, le flamboyant maître épéiste de la 5e division. Ils se retrouvent, non pas pour célébrer, mais pour discuter de l'avenir d'un monde en plein chaos. Vista prend la parole en premier, d'une voix calme mais empreinte de fermeté. Le gouvernement mondial reste le camp le plus puissant. Il dispose de la marine, des terrifiants séraphins, du Cypherpol, des chevaliers Sens, des Gorosei, et même d'une figure mystérieuse au-dessus des Gorosei. Cette puissance est bien trop grande pour être ignorée. Josu hoche la tête, son regard sérieux. Tu te souviens de Marineford? Ce combat était déjà incroyablement difficile, même sans l'intervention des Gorosei ou des chevaliers Sens. S'ils étaient intervenus, Barbe Blanche aurait été vaincue sans le moindre espoir. L'atmosphère devient plus pesante lorsque Josu mentionne le nom de Garling Figarland, et maintenant, Garling Figarland fait partie des Gorosei. Cet homme, il s'est battu à mort contre Barbe Blanche lors de l'incident de God Valley. Si sa puissance représente la norme des Gorosei, on n'ose même pas imaginer le niveau des autres. Marco écoute attentivement, puis laisse échapper un profond soupir. Barbe Blanche parlait souvent de God Valley quand il était ivre. Il détestait se rappeler cette époque, surtout à cause de son lien avec l'équipage des Rocks. Mais chaque fois qu'il mentionnait Garling, il y avait une forme de respect implicite derrière sa haine. Leur conversation se poursuit, la brise nocturne apportant avec elle les ombres du passé et les incertitudes de l'avenir. Au loin, les vagues frappent les rochers avec un bruit semblable au tambour d'une guerre imminente. Pendant ce temps, ailleurs, dans les locaux de l'agence de presse World Economic, l'agitation règne. Morgans, le roi des nouvelles, se tient au centre de la pièce, observant un tableau rempli de notes et de photos venues des 4 coins du monde. Ces dernières semaines, une avalanche de grandes nouvelles s'est abattue, l'incident d'Elbaf, les mouvements des pirates et des rumeurs concernant les armes antiques. Mais tout s'arrête brusquement lorsque le Dendenmushi, posé sur son bureau, commence à sonner. La voix caractéristique de Morgans retentit alors qu'il décroche l'appel. « Qu'as-tu à m'apporter cette fois-ci » demande-t-il avec un ton sûr de lui. Cependant, au fil de la conversation, l'expression de Morgans change. Son regard habituellement empli d'enthousiasme se teinte d'un choc profond. Ses grandes mains serrent fermement le Dendenmushi, comme s'il tentait de contenir le séisme émotionnel qui le traverse. Lorsque l'appel prend fin, un silence pesant envahit la pièce. Tous les regards se tournent vers Morgans, attendant des explications. Mais le roi des nouvelles reste immobile, le regard perdu, un grand secret dissimulé derrière sa stupeur. Dans un monde déjà au bord du précipice, une mauvaise nouvelle vient de naître, et son impact pourrait bien tout bouleverser. D'accord, c'est tout pour cette histoire improbable. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.